Salut Christophe. Salut Julien, vraiment content de te rencontrer aujourd'hui, de pouvoir jaser cinéma avec toi. Avec grand plaisir. T'as une super figurine de Zélive derrière. Ah oui, j'ai vu ça très récemment, très content. Bientôt, là, je vais faire, moi, je suis pas le genre de personne à les laisser dans la boîte comme ça, là, elle est toute nouvelle, mais là, il faut que je les libère. Moi, j'ai jamais réussi à les laisser dans les boîtes, hein. Non, il faut pas, hein. Tout le monde te dit, ah mais attends, elles prennent de la valeur, mais je m'en fous, moi je veux les mettre sur mes étagères, moi. Je veux pas les laisser dans les boîtes, ça sert à rien. Exact, exact. Mais là, on n'est pas là pour jaser collection, même si ça aurait pu être agréable. On a quoi, un petit 20 minutes, hein? Très Ouais, rapide. C'est une journée de presse pour toi. Donc, je pensais qu'on allait avoir la moitié de ton binôme avec toi c'est vrai. aujourd'hui. Il n'a pas pu être disponible, mais qu'elle se tienne, tu vas pouvoir me répondre à toutes mes questions pointilleuses Ouais, sur ta carrière. On va parler beaucoup de Candy Shah, évidemment, que j'ai adoré. Je crois que tu as pu lire la critique déjà qu'on a sortie hier. ouais, c'est super. Je suis dithyrambique, mais vraiment, bon, une petite bio rapide pour les gens qui ne connaissent pas. Je crois qu'on a pu vous lire dans les pages de Mad Movies jadis. Est-ce que ça se peut? Alors, écoute, c'est pas de chance, parce que c'est pas moi, c'est Alexandre qui a écrit dans Mad Movies. Et voilà, je n'étais pas ça, je voulais préciser. Ouais, Mais bon, mais, mais on c'est devait grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Ah, voilà. Puis là, ben, vous avez réalisé en tandem, réalisé et écrit pour la plupart 6 longs métrages. C'est pas rien. Donc, on parlera peut-être de Deep House là, si on a le temps à la toute fin. Donc, juste les énumérer rapidement. À l'intérieur, évidemment, on vous a découvert comme ça en 2007. Il y a eu Livide ensuite, Aux yeux des vivants, qu'on a pu voir ici au Québec à Fantasia, le festival de cinéma de genre. Ensuite, évidemment, il y a eu Letterface, hein, un des meilleurs opus, une des meilleures suites ou réimaginations de la franchise de Texas Chainsaw Massacre, qui est une de mes préférées du cinéma de genre, et Candy Shah. C'est quoi ça? Au début 2020, on a eu vent que bon, il y avait ça dans les cartons, il y avait aussi The Deep House. Heureusement, c'était tourné pré-pandémie. Mais moi, je veux juste aller à la base au niveau de l'histoire, de la légende marocaine qui date de quoi, du 16e siècle. Comment vous êtes tombé là-dessus? Alors déjà en général avec Alexandre on est très très friands de légendes et de contes et de culture populaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse énormément, et on est très triste de pas pouvoir raconter beaucoup plus les croyances populaires françaises, Mm-hmm. parce que nous, on a toujours essayé de faire vivre le cinéma d'horreur en France, et en tout cas de pouvoir justement faire vivre ce terroir, et parce que c'est très très riche, et donc du coup cette passion nous a amené en fait à découvrir toutes les petites légendes de tous les pays. Et ce qui nous plaît le plus, c'est justement c'est les petites légendes locales. Mm-hmm. C'est vraiment puisque on se rend compte que qu'on retrouve des similitudes dans toutes les croyances et dans toutes les religions et dans toutes les cultures même, tout simplement. Et donc nous, précisément sur Candy Shah, en fait, c'est Alexandre qui m'en a parlé la première fois, parce que lui a grandi en banlieue parisienne. Et il y vit toujours. Et donc, il était en fait dans une grande cité dans laquelle il y avait beaucoup d'immigrés et de gens qui étaient d'origine marocaine. OK. Et en fait, nous, on a un truc, c'est que qu'on aime beaucoup faire, c'est quand on rencontre des gens, on leur demande toujours qu'est-ce qui leur fait le plus peur. Ah oui, hein? C'est Quelque excellent. Voilà, parce qu'en fait, on sait que la peur, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, même s'il y a des grandes peurs universelles, un film d'horreur, on le voit très bien. Il y a des gens qui vont réagir, d'autres qui vont pas réagir, et même les très grands classiques. Tu vas montrer Shining à quelqu'un, il va dire ouais, bon, c'est pas super, et puis quelqu'un d'autre va te dire mais c'est terrifiant, quoi. Donc, et, et en fait, quand on demande aux gens comme ça, qu'est-ce qui leur fait le plus peur? Ça nous inspire, tu vois, à chaque fois, on se dit, ah tiens, c'est intéressant, regarde, tu vois, ça pourrait nous donner une idée, etc. Et pour Candy Shah, en fait, c'est lui qui donc demandait à tous ses copains d'origine marocaine
Et tous ceux qui étaient d'origine marocaine répondaient Aïcha Kandisha. Aïcha Kandisha, Aïcha Kandisha, Aïcha Kandisha, c'est vraiment la figure qui est la plus terrifiante au Maroc, parce que c'est vraiment l'histoire qu'on raconte aux enfants. C'est une histoire tu vois, qu'on raconte autour du feu de camp. C'est l'histoire du soir. C'est l'histoire qui permet de menacer les enfants, de dire attention, si tu n'es pas sage. Tu vois, c'est la Boogie Woman. Et donc, on s'est intéressé à ça. Et en fait, elle nous a paru tout de suite vraiment très intéressante parce que à la fois, elle avait une singularité de l'Afrique du Nord qui est très originale parce que en tant que fan d'horreur, on connaît très bien les folklores, tu vois, liés au catholicisme, les exorcismes, etc. Et donc, on commence à bien connaître aussi les fantômes asiatiques, tu vois, les cultures donc même d'Europe de l'Est, tu vois, les cultures américaines, nord-américaines, etc. Bon, mais le Moyen-Orient, pas tout à fait. Les et voilà. Et en fait, on s'est dit putain, mais en fait, c'est très peu exploité, quoi. Tu vois, tu vois, les légendes africaines, elles sont folles. Et nous, là où on s'est dit que c'était génial, c'est que elle avait à la fois donc un côté très très inquiétant parce que la figure, c'est une figure qui est entièrement voilée. Oui. Et du voile donc ne dépasse que ses sabots qui sont des sabots de bouc. Ah oui. Et donc ça, on trouvait ça terrifiant. On s'est dit, oh, mais en fait, elle peut être n'importe où, puisque une femme voilée, il y en a partout. Et donc, du coup, Aïcha Kandisha peut se cacher dans n'importe où, en fait. Et donc, on est parti de cette idée. Et ce qui nous a plu ensuite, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était une figure qui était très universelle. C'est-à-dire que c'est la dame en blanc, la dame blanche, pardon. C'était la sirène qui attire les marins par sa beauté. Et elle est à moitié poisson, à moitié humaine. Et puis dans la Grèce ancienne, tu vois, il y a des histoires de harpies, tu vois, qui sont moitié oiseaux, moitié femmes. Il y a des succubes, etc. Et donc on s'est dit en fait c'est extrêmement universel, donc on va pas s'adresser qu'à un public de Marocains ou de gens qui connaissent, mais du coup on peut l'utiliser comme étant une légende séculaire devenant une légende universelle. Ben, vraiment, puis ça fonctionne parfaitement. Tu sais, comme tu le dis, tu sais, on a le côté sexy, séduisant, mais terrifiant en même temps, parce que bon, il y a quand même, on va pas dévoiler de punch, mais il y a le personnage évolue au fil du film et pour devenir absolument terrifiant. Mais justement, parlons des personnages un petit peu. Ben, les personnages sont évidemment très contemporains. Donc, je faisais une référence dans ma critique à La Haine, parce que nous, au Québec, bon, ça a été un gros succès, évidemment, avec le verlan, tout ça. Donc, c'est des jeunes femmes ou des vieilles adolescentes, des jeunes, disons. Mais l'esprit du film est fait très 80. Est-ce que lors de l'écriture de ce slasher surnaturel, vous aviez des films en tête ou c'est plus quelque chose qui vous a subconsciemment influencé? Alors, tu as raison, c'est-à-dire que nous, notre volonté était qu'elles soient très modernes, nos héroïnes, dans leur manière de parler essentiellement. Parce que bah, nous, on est maintenant des quarantenaires et donc c'est difficile de savoir comment parlent les jeunes. Et donc, on a appris plein de choses pendant ce tournage, d'ailleurs. Il y avait de l'impro un peu avec les actrices? Alors, justement, oui, un petit peu. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a casté des jeunes comédiennes qui n'étaient pas connues, justement pour avoir des visages nouveaux et frais. Et on a casté des comédiennes qui avaient de la répartie, qui étaient capables justement d'envoyer des punchlines, de pouvoir se vanner. Parce que les jeunes aujourd'hui se vannent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de s'envoyer des trucs des fois, mais super durs, tu vois, des vannes racistes, des trucs. Et en fait, non, c'est ça qui, tu vois, vu d'un point de vue extérieur, ça peut être choquant. Et en même temps, de l'intérieur, en fait, ils se parlent comme ça, et c'est ça qui fait la solidité du groupe. C'est-à-dire que finalement, voilà, c'est des amis et finalement, de s'appeler, tu vois, la Rebeu, la Renoir, en fait, ça abolit à nouveau les barrières, c'est-à-dire que elles sont toutes la Rebeu, la Renoir, la Reblanche, tu vois, d'une autre, et donc il y a plus de stigmatisation, c'est-à-dire qu'ils sont tous sur un pied d'égalité, en train de se défoncer, s'envoyer des trucs horribles au visage. Et donc nous, effectivement, on a travaillé avec nos comédiens là-dessus, justement pour qu'ils nous apportent ce côté
tu vois, très fluide de cette manière de parler, tu vois, où ils sont très réactifs, ils ont beaucoup de réparties. Et On y donc ça, croit, voilà. vraiment. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, même si on avait écrit beaucoup de choses, hein, ils ont respecté quand même notre texte de vieux. Et tu vois, et nos vannes, il y a quelques vannes de vieux qui sont à nous. Mais par contre, tu as tout à fait raison sur le côté années 80, c'est-à-dire que nous, on a grandi en regardant les films des années 70, 80, donc forcément ça nous a imprégné. Nous, on est des enfants de cette génération, donc on peut pas se renier. Et c'est vrai que quand on écrit des histoires, que ce soit conscient ou non, ça ressort. C'est vrai toujours ces histoires de bande d'amis, d'être soudés face à l'adversité et donc. Mais moi, ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que je trouve ça cool d'avoir une vibe années 80 avec des personnages modernes. Mhm. Je trouve ça pas mal. C'est un joli mélange des genres. Et donc après, les influences, en fait, on essaye au maximum de pas justement être trop influencé, même si c'est difficile parce que dans le cinéma d'horreur, il y a beaucoup de, tu vois, c'est très codifié, Ouais. c'est beaucoup de clichés, donc il faut essayer de les contourner. Mais Nous, je comprends, puis de toute façon, tu sais, les influences, on est influencé de tout ce qu'on a vu, de tous les gens qu'on a rencontrés dans nos vies. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... Tu sais, le référentiel, on l'a vu beaucoup, puis il n'y a pas de ça dans votre film. C'est plus des vibes. On se rend compte que vous avez vu les mêmes films que nous, tu sais, nous fans. C'est vraiment, Bah, vraiment très cool. Sinon, parle-moi un peu de votre ogresse. J'imagine que ça a été comme un élément assez clé dans le casting de trouver quelqu'un qui était capable de dégager quelque chose de à la fois sexy, puis aussi d'y aller à fond dans la terreur. sans rien dévoiler Ouais. pour les gens, il y a plusieurs comédiennes Ah, et parfait. comédiens, Mhm. et donc qui interprètent le rôle d'Aïcha Kandisha. Après, donc son apparition centrale, on va dire, effectivement, c'est une mannequin qui s'appelle Meriem Saroli. Donc, elle commence à jouer maintenant. Elle est aussi comédienne. Et en fait, on a vu beaucoup, 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 beaucoup de mannequins, de très, très jolies filles, Mhm. parce que le but, c'était d'avoir quelqu'un qui soit très attirant au premier regard et Ouais, qui ben, puisse faire craquer les hommes, quoi. parce que c'est beaucoup les yeux, hein, ça passe dans les yeux parce que justement, elle est voilée. Exactement. Et ce qui nous a plu chez Meriem, c'est que elle a une beauté plastique qui est indéniable, elle est sublime, mais elle dégage quelque chose, en fait, justement d'étrange. Elle a une espèce dans le regard de trucs un petit peu bizarres et qui nous a vachement interpellés. C'est-à-dire qu'au casting, on lui faisait jouer des expressions justement qu'avec les yeux. Et on disait parce Mhm. qu'il va y avoir des moments où tu seras masqué, etc. Et elle nous a fait des regards qui nous ont, mais complètement, on s'est dit, waouh, on s'est dit, mais en fait, elle est hyper belle, mais elle peut être super flippante, en fait. Ah ouais, puis justement, les gens, on va laisser les gens la découvrir, puis évidemment, découvrir les autres acteurs qui ont pu incarner Aïcha Kanisha dans le film, parce que en tout cas, c'est fluide, ça fonctionne bien dans les scènes, et en tout cas, encore une fois, chapeau. Donc, vous savez bien vous entourer. Il y a Baxter qui est de retour avec vous, encore une fois, qui a fait beaucoup de vos montages, des montages de vos longs métrages, qui a travaillé beaucoup avec Alexandre Daja aussi. Euh, Quelle est votre dynamique? Parce que vous êtes un binôme. J'imagine que vous travaillez beaucoup de façon d'être très symbiotique, mais avec Baxter, ça fonctionne comment? Ah ben, ça me fait plaisir que tu nous parles de Baxter parce qu'on nous en parle jamais. Et nous, pour nous, c'est un élément absolument indispensable de la création de nos films, quoi. Pour nous, c'est un génie. Il est vraiment incroyable. Et donc, comme tu l'as dit, il a une expérience dans les films d'horreur qui est énorme. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte, donc comme tous les monteurs, mais il apporte donc un regard nouveau. Quand nous, on arrive en salle de montage, on est souvent épuisé. Tu vois, on connaît nos images par cœur. On n'a plus aucun recul. On sait plus ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et puis surtout, on sait
le travail que ça nous a demandé, et donc c'est très difficile de lâcher couper. sur... Exactement, Voilà, de lâcher couper. prise. Ouais, Parce je que comprends, voilà, parce que dans le film, il n'y a aucun temps mort. Justement, il a fait un travail, on pourrait dire, de dégraissage complètement. Il n'y a rien qui sert à rien dans ce film. On est à 1h30. Ça, justement, j'étais content de voir un film de 90 minutes aujourd'hui, parce que dans les années 80, les années 70, c'était ce qu'on avait, ce qu'on était habitué à vivre, des expériences de 90 minutes. Maintenant, les films durent 2 heures, 2h30, 3 heures. C'est pas toujours nécessaire. bien sûr, nous, en fait, on adore les films d'horreur courts. Tu vois, c'est un truc qui nous plaît parce que justement, c'est dégraissé à l'os, comme tu dis, et ça va droit au but. Et très souvent, enfin, tu vois, alors après, ça peut être un problème. Nous, on nous l'a reproché. On nous a dit oui, mais vos personnages sont pas assez développés. On aimerait en apprendre plus, etc. Et donc, c'est des choses qu'on entend, mais c'est vrai que très souvent, nous, on se dit, ouais, mais nous, notre histoire, en fait, elle se situe pas forcément là. Et donc, on aime bien faire le minimum de mise en place, tu vois, et vraiment présenter les personnages de manière très, très rapide. Et donc, bah oui, comme tu dis, en fait, bah, avec Baxter, en fait, nous, ce qui nous plaît énormément, c'est que on est un petit peu masochiste, hein, mais il nous remet à notre place tout le temps. C'est-à-dire qu'il est vraiment, mais sans pitié. Et donc, il nous le dit quand ça va pas, quoi. Et il nous dit, mais ça, c'est de la merde, les gars, mais ça, on peut pas le garder, c'est pas possible. Comment vous avez pu tourner un truc pareil? Enfin, tu vois, il nous met plus Bactère. Et donc, du coup, ça casse nos égos complètement, tu vois. Et du coup, bah, après, bah, on parle vraiment que du film. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, bah, maintenant, comment on va faire pour le rendre meilleur, l'améliorer ensemble, etc. Et lui, il a un sens du rythme, mais incroyable. C'est-à-dire qu'il monte, il est passionné de musique. Ah oui. Et donc, il est tout le temps en train de chercher le theme track, tu vois, qui va être le plus adapté, mais en amont. C'est-à-dire que nous, quand on lui envoie le scénario avant d'avoir tourné, à la lecture déjà, il fait des tracklists et il va chercher, écouter des morceaux, il va chercher des choses et il va du coup monter tout le temps en musique, tu vois, tout le temps, et donc sur du theme track, donc d'autres films. Avec un rythme. Avec un rythme, Ouais, exactement. ouais. Donc parfois c'est très dur, c'est même toujours très dur après pour notre compositeur, parce qu'on lui livre une image qui est très rythmée. Donc il faut qu'il conserve les tempos. Et donc du coup, ça réduit un petit peu sa marge de manœuvre. Mais maintenant, c'est Raphaël Gesca et il commence à être habitué. On travaille ensemble depuis bien avant à l'intérieur, donc il est habitué à ça, quoi. Mais pour vrai, tu sais, justement, comme tu parles de Baxter qui est très critique envers vous, qui vous ménage pas, ben c'est les meilleures critiques. Donc, il vous, Bien sûr. Il veut pas vous faire plaisir. Dans le fond, il veut faire un meilleur film, comme vous. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment génial d'avoir cette dynamique-là, d'avoir de l'honnêteté complète, d'être justement avoir un but commun. En tout cas, chapeau. Encore une fois. En fait, il te force. Pardon, excuse-moi, juste pour terminer. Vas-y. En fait, il te force à justifier tes choix. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc en tant que réalisateur, c'est hyper dur parce que des fois, tu travailles beaucoup à l'instinct. Et donc, avec Alex, tu vois, nous, on a la chance d'être sur la même longueur d'onde. Et donc, très souvent, on est convaincu que c'est bien, mais on ne sait pas forcément l'expliquer. Et cet enfoiré de Baxter, tu vois, il nous dit, OK, moi, je suis pas d'accord, j'aime pas. Donc, si vous arrivez à me convaincre, on le monte. Tu vois, et donc, du coup, ça nous force, nous, à aller chercher et du coup, des fois, il a raison. On dit, ouais, mais il a raison, en fait. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà. Est-ce que ça fait avancer l'intrigue? Bah non. Bon, bah, OK, bah, t'as raison. Et des fois, on se bat, et l'avantage d'être deux aussi, tu vois, c'est que des fois, on est deux contre un, et là, on fait, hey, tu vas le faire, hein? Ah ouais. Non, mais je peux comprendre qu'on peut être très attaché à des scènes qu'on a eu beaucoup de plaisir à tourner, qu'on aime bien, mais qui servent finalement. Ou beaucoup de mal. Tu sais, des fois, tu passes une nuit à faire un truc et tu te dis, oh non, on va pas le couper, on a passé 2 jours toute la nuit et tout. Les cascades, les scènes un peu plus gore. Il y a beaucoup de gore dans votre film. Il y a j'aurais aimé ça parler d'effets spéciaux, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je crois qu'on finit dans quelques minutes. Je voulais parler un petit peu de The Deep House. Un prochain film, votre film qui est tout prêt, qui a été acheté par... Jason Blum. Jason Blum, ben oui, Blumhouse. Mais au Canada, est-ce que vous savez comment on va pouvoir avoir accès à ça, nous? Alors, en fait, c'est Universal qui va distribuer le film dans le monde entier. OK. Donc, voilà. Donc, normalement,
Si je suis pas, enfin normalement c'est pas officiel, mais je vais te le dire. Normalement, ça devrait être vers Halloween. Oh, ben parfait, Voilà. parfait, Donc ça serait à excellent. mon avis vers fin septembre, début octobre. Vous allez avoir la compétition avec justement Halloween Kill. Ouais, écoute. Mais c'est pas la même histoire, hein? On est sous l'eau. Comment tu me le vendrais de T-Pass? On a vu la bande-annonce, mais rapidement. Écoute, c'est très simple. C'est comme ça qu'on l'a vendu aux producteurs. On est allé les voir, on leur a dit c'est une maison hantée sous l'eau. Voilà. Voilà, tout simple. Ben oui, tout parfait. Simple. Et en fait, sur cette simple phrase, ça nous était jamais arrivé avant. Hein. Tu vois, d'habitude, on passe des années à essayer de convaincre les producteurs. Et c'est la première fois qu'on nous a signé sans avoir de scénario. Tu vois, ils nous ont dit, OK, on y va, parce que c'est un pitch qui est tellement fou que si vous arrivez à le faire, ce sera génial. Mais surtout, c'est avec une feuille de route comme la vôtre, vous arrivez avec un pitch comme ça, ils savent que vous allez pouvoir livrer la marchandise s'ils vous donnent justement les fonds nécessaires, recréer une maison complète sous l'eau avec des gens. Ça doit être pas simple à tourner non plus en scaphandre et tout. Ouais, écoute, alors parce que nous, comme on disait tout à l'heure, on est des enfants des années 80, tu vois. Et donc, nous, on adore les effets spéciaux de plateau, on adore utiliser, tu vois, le latex, le faux sang, et donc, au minimum, les CGI, quoi. Mm-hmm. Et alors, on les utilise, bien sûr, mais on essaye, tu vois, de pas faire du tout CGI. Et donc, nous, ça faisait partie de notre intention. C'est-à-dire que quand on est allé voir les producteurs, on l'a dit, on veut faire ce film, mais on veut le faire en vrai. On veut le faire vraiment. C'est-à-dire que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour faire du dry for wet, tu sais, c'est la technique de filmer sur fond vert, tu vois, comme... rajouter des bulles. Ouais. Exactement, tu vois. Et nous, on s'est dit, non, on s'en fout. On veut le faire comme James Cameron, tu vois. The Abyss, oui. Voilà, et on s'est dit, même si on a le budget sandwich de The Abyss, tu vois, et ben on va le faire quand même. Et donc ils nous ont dit mais vous êtes complètement tarés, essayons déjà de budgéter le truc. Et nous en fait ça a été qu'une succession de rencontres qui nous ont permis de le faire. C'est-à-dire que comme c'était impossible, ça a fédéré l'équipe autour de nous. C'est-à-dire que nous, tu vois, sincèrement, on s'est jamais vu comme des metteurs en scène, tu sais, qui disent ouais attends, moi je sais tout, ça doit être comme ça, on ne change pas une ligne du scénario. Nous, on s'entoure de gens qui sont bien plus compétents que nous. Tu vois, des gens qui sont beaucoup plus forts dans leur domaine. Parce que nous, on est incapable de faire ce qu'il ferait. Et donc, du coup, on a pris un chef-op sous-marin incroyable. On a pris un chef décorateur incroyable qui nous a dit pareil, qui a dit putain, mais j'ai jamais fait ça. Et le mec, il a 60 ans, tu vois, il a un CV énorme. Et il a dit, mais génial, on va le faire. Et le chef-op, pareil, tu vois, il a tourné dans toutes les mers du monde. Il a plongé avec des baleines, des orques. Il a fait le clip de Beyoncé, tu vois. Il a tout fait. Et d'un coup, on lui fait, t'as déjà fait une maison hantée sous l'eau? Et qui fait mais non, jamais. Et donc du coup, tu vois, on a tout fait comme ça. Et pareil pour les plongeurs, les créatures, enfin les fantômes qu'il y a dans la maison, tu vois, sans rien dévoiler. Parce qu'on voit pas grand-chose dans la bande-annonce non plus. C'est ce qui est génial. J'aime pas ça qu'on en dévoile trop non plus dans les bandes-annonces. Hein. On a l'habitude, là, mais... Ouais. Non, c'est des fantômes, garder le mystère. Ben oui. Et donc, mais non, arrête, je veux pas trop en savoir. Je m'arrête. Mais en tout cas, tout est fait en vrai. Une vraie maison construite qu'on a immergée étage par étage, niveau par niveau dans un bassin. Et donc, génial. J'ai très hâte que tu le vois. Ben oui, moi aussi, vraiment. L'Halloween va être un bel Halloween avec un nouveau film de Maury Boustillo. Non, mais vraiment un duo de choc. Mais une dernière question, parce que Massacre à la tronçonneuse, une de mes franchises préférées. Vous avez pu réaliser un des volets, puis pour vrai, tantôt, je disais que c'était un des plus réussis des suites, tout ça. Bon, évidemment, moi, je suis un gros fan de l'original, de la suite de Toby Hooper. Mais après ça, c'est en dents de scie. Pas mal. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage sur cette franchise? Eh bien, je vais te répondre avec franchise, justement. Écoute, nous, on était ravis de faire ce film. On était super excités parce que quand on nous a proposé le scénario, on s'est dit, parce qu'on a refusé à peu près tous les remakes ou suites de franchises des films des années 70-80. On a tout eu entre les mains. Tu vois. Il y a eu Hellraiser aussi, hein? On a eu Hellraiser, on a eu Halloween, on a eu Friday the 13th, on a eu qu'est-ce qu'on a eu? Enfin bref, on a tout eu. Et c'est compliqué quand même, hein, des films de studio, des suites comme ça. C'est le premier film que vous n'avez pas écrit en plus.
Leatherface. Alors, c'est ça, c'est exactement ça. Et nous, à chaque fois, on veut apporter notre touche. Tu vois, et donc, tu vois, par exemple, c'était le cas sur Nightmare on Elm Street. Tu vois, sur Freddy, qu'on nous avait proposé. Platinum Dunes, on leur avait dit, ils nous avaient proposé le remake. Et le scénario, tu vois, il était nul. On leur a dit, mais le scénario, c'est le film. Tu vois, c'est le film qui existe. Et donc, on leur a dit, nous, on veut faire autre chose. On veut faire ce qu'il est vraiment Freddy, c'est-à-dire, tu vois, un pédophile. Eh oui. Et donc, on veut faire un mec qui veut traquer des gamins, mais on va faire les Goonies versus Freddy, tu vois. On va faire un film de môme, tu vois. Et donc, c'était bien avant les nouveaux hits. Stranger Things. Tu vois, ou Stranger Things et tout. Hein, tu vois, on est en 2008 quand je te raconte ça. Et 2008, et tu vois, et donc nous, on leur dit, on veut faire un film de môme contre Freddy. Et là, ça va être génial. On en a marre de voir des Freddy où ils sont censés être au collège et ils ont 35 ans, tu vois. Et donc, enfin bon, bref, je suis en train de m'égarer sur Freddy. Mais c'est correct, Freddy, tu vois, je suis très fan. Hein? J'ai ma figurine de Freddy. Mais ouais, je voyais, c'est pour ça en fait que j'y pensais, tu vois. Mais bon, bref. Et donc, du coup, sur Leatherface, en fait, nous, on y a vu l'opportunité de l'emmener un peu vers notre univers. C'est-à-dire que nous, on a dit, OK, c'est le numéro 8. Les fans, ils ont tout vu ce qu'ils voulaient voir de Massacre à la tronçonneuse. Donc, essayons. Ou tout ce qu'ils voulaient pas voir aussi. Hein, ou tout ce qu'ils voulaient pas voir. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, essayons de surprendre un peu les fans. Comme nous, on aimerait être surpris. Parce que c'est toujours notre manière de fonctionner. On se dit toujours, avant de s'engager sur un film, est-ce qu'on serait prêt à payer un ticket pour ça? Tu vois, et à chaque fois, si on se dit oui, bah ok, c'est banco, quoi. Et donc là, on s'est dit, quand nous on a remporté le film parce que tu sais, c'est des appels, tu vois, on était avec d'autres réalisateurs sur les rangs et tout, et donc nous, on a dit, bah nous, ce scénario, on aimerait en faire un crossover entre Virgin Suicide de Sofia Coppola et Badlands de Terrence Malick. Tu vois, donc rien à voir avec l'univers de Texas. C'est cool quand même, comme pitch. Voilà, et donc on leur a dit, on va faire une vraie balade adolescente, tu vois, sur la route, un espèce de road movie. Et donc ils ont dit, OK, faisons-le. Et ils nous ont laissé totalement libres. Et donc on a réécrit le scénario, on a pu apporter vraiment notre truc et on a filmé le film de manière totalement libre. On était en Europe de l'Est, donc on était loin des studios. Loin de Michael Bay. Alors c'était pas Michael Bay, c'était Millennium. Ah, OK. Michael Bay, c'était sur Freddy. Ah, OK. Tu vois, et en fait, là, c'était Millennium. Et Millennium, donc du coup... Ils nous ont laissé de la liberté en masse. Ils nous ont laissé la liberté parce qu'on n'était pas leur priorité. Tu vois, ils tournaient, tu sais, London Has Fallen, la suite, tu vois, un truc comme ça, qui était leur film cher. Et nous, à côté, ils nous laissaient faire mumuse avec nos tronçonneuses, tu vois. Et donc, les problèmes ont commencé à arriver. Nous, on adore le film qu'on a tourné. Tu vois, on leur a livré une version, justement, c'était notre film le plus long. On leur a livré une version de 2 heures. 2 heures, hein, ouais, c'est ça que j'ai lu. Hein. Voilà. Et donc, en fait, on avait droit par contrat à 2 cuts. Et donc, on leur a livré la première version. Et ils nous ont dit, mais c'est vachement bien, les gars, sauf que vous nous avez fait French Poetic Drama. Et donc, et nous, on veut Pure American Horror Movie. Et donc, nous, on leur a dit, attendez, French Poetic Drama, ça se rapproche de Virgin Suicide et de Badlands, les gars. Donc, on vous a pas fait un enfant dans le dos, tu vois, on vous a pas trahi, tu vois, c'était notre intention. Et ils nous ont dit, ouais, mais donc, il faut le remonter. Donc, on l'a remonté, on a enlevé 20 minutes, on l'a, tu vois, rendu plus énervé. Et là, ils nous ont fait, ouais, mais on n'y est toujours pas, donc on reprend le film. Donc, ils ont repris le film, ils ont remonté et ils ont retourné la scène d'intro, la scène de fin et une bonne partie des scènes du milieu. Et donc, du coup, le film à l'arrivée, il est pas très bien, il ressemble pas vraiment à ce qu'on avait en tête. Et il reste quelques petites choses, hein, il reste des choses, mais par contre, tu vois, il n'y a pas la fin qui, nous, on trouve c'est une des plus belles fins qu'on ait pu tourner. Qui est visible dans les bonus et que mais il n'y a pas de chance qu'on puisse voir votre Director's Cut un jour? Est-ce que ça se discute ou pas du tout? En fait, ça s'est discuté il y a quelques années via une maison d'édition de Blu-ray allemande
qui voulaient absolument le sortir parce que ils sont fous de notre film, de Leatherface. Et donc, quand ils ont appris qu'il y avait un Deer Cut, ils voulaient même donc le produire, c'est-à-dire que parce que nous, évidemment, on n'avait pas fait d'étalonnage, de mixage, d'effets spéciaux. Il manquait, tu vois, des choses. Et donc, du coup, tu vois, il y avait du theme track beaucoup. Et en fait, ils ont proposé à Millennium de leur racheter les droits. Et Millennium a refusé, en fait. Ils leur ont mis des bâtons dans les roues. Ils leur ont dit, en fait, si on vous laisse les droits, c'est pour tous les territoires. Vous achetez pas que pour l'Allemagne, etc. Et donc, du coup, ils avaient pas, tu vois, c'était très compliqué pour eux de faire ça, puisque eux, c'est une petite boîte d'édition. Donc, il n'y avait pas le budget finalement. Il n'y avait pas le budget. Donc, mais peut-être un jour, et puis peut-être que si on est des sales gosses, peut-être qu'un jour, on le balancera sur le net. Ben moi, j'aimerais ça que vous soyez des sales gosses. Comme a fait Rob Zombie avec Halloween. Hein, tu sais, il avait balancé son cut, tu vois, et son cut, il est incroyable. Quoi. Ouais. Hey, ben, en tout cas, merci. Hein, Julien, d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Je ne veux pas te retenir, je sais que tu as d'autres entrevues par la suite. Le cinéma de genre français, Le vent dans les voiles, Titane, La Palme d'Or, c'est génial. En tout cas, bravo, Julia. Ben, c'est vraiment très cool. Donc, moi, je somme tout le monde avec ma critique et là, en vrai, comme ça, dans la caméra, d'écouter, de visionner Kandisha sur Shudder. Ça vaut la peine. Puis bon, on va attendre The Deep House un petit peu plus tard cette année. Ça va être, on se reparle pour The Deep House, alors. Ben, avec plaisir. Salut, Julien. Cool, Christophe. Salut. Merci.